Bientôt 8h15, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Et Julia, vous recevez ce matin la politologue Chloé Morin. Bonjour Chloé Morin, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et vous publiez chez Fayard cet essai au titre évocateur « On aura tout essayé » qui forcément résonne avec l'actualité sociale et politique. Après 2 semaines de débats chaotiques à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, est-ce que vous diriez définitivement que toute réforme est vouée à tourner au psychodrame dans notre pays ? En tout cas, le constat que j'ai fait au départ, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, c'est-à-dire que si on regarde toutes les grandes réformes des années passées, on voit bien qu'à chaque fois, ça finit par de la crispation, de la frustration, de la colère, et sans doute à la fin, davantage encore d'abstention dans les urnes. Et c'est pour ça que je suis allée voir des dirigeants politiques, des dirigeants syndicaux. Vous avez rencontré une trentaine de personnes, d'Édouard Philippe à Marine Le Pen, en passant par François Ruffin, Fabien Roussel, vous le dites également, des syndicalistes et des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Que la France est devenue ingouvernable ? Eux, ils disent que la France est de plus en plus difficile à gouverner, en effet. Et alors, les causes, elles sont évidemment multiples, mais si on revient à la réforme des retraites, je pense que le problème de départ, c'est les conditions de réélection d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a 2 légitimités qui s'affrontent et qui sont fondées en quelque sorte chacune. C'est d'un côté la légitimité d'un président qui dit « mais moi j'ai été élu sur un programme, la retraite à 65 ans était dedans ». Et finalement, voilà, donc je suis fondée à appliquer ce programme. Et puis en face, des gens qui sont nombreux, qui sont contre le report de l'âge légal de départ à la retraite et qui disent mais nous, on a certes réélu Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen et en rejet de Marine Le Pen. Et donc, on n'a pas du tout validé ce projet. Et donc, ces 2 légitimités s'affrontent et s'ignorent. Et le débat tourne en rond, on le voit bien depuis 2 semaines. Alors, vous dressez également la liste des blocages qui nuisent au bon fonctionnement de notre démocratie. Vous pointez notamment du doigt un manque de travail intellectuel de la part de nos responsables politiques. Franchement, on peut le dire, nos leaders ne sont pas au niveau intellectuellement. Oui, alors il y a un effet loupe lié au fait qu'on retient de l'histoire les grands hommes et pas les hommes médiocres. Donc on a l'impression que forcément, du temps de De Gaulle, il n'y avait que des De Gaulle ou des Pompidou, etc. Donc ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, il reste encore quelques responsables politiques avec une vraie vision. Néanmoins, la plupart des gens que j'ai interrogés c'est vrai, disent on manque de travail, on manque de personnes qui savent prendre du recul, qui ont une vraie vision, qui ont de vraies convictions. Il y a un problème de recrutement, apparemment, parce que les grands chefs d'entreprise que vous avez rencontrés, qui pourraient aussi avoir envie de diriger le pays, n'ont pas du tout envie d'y aller, apparemment. Souvenez-vous, je prends un seul exemple, mais lorsque le président de la République propose à Véronique Bédague, qui est la patronne de Nexity, de devenir Premier ministre, elle refuse. Pourtant, et pour quelle raison, à votre avis ? Parce que d'après ce que moi je peux en comprendre, c'est parce que le prix de l'engagement aujourd'hui est très important. Et lorsque vous vous engagez en politique, certes, vous allez être sous le feu des critiques, et ça, c'est bien normal, mais y compris sur tous les aspects de votre vie privée. On regarde où vous mettez vos enfants à l'école, ce qu'ils font, on regarde la marque de votre voiture, où vous partez en vacances, etc. Et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui sont... candidats, cela. Oui, c'est ça. Alors, votre constat, il est simple. Les Français sont de plus en plus nombreux à dire « on a tout essayé ». La gauche, la droite, ni droite ni gauche, et ils sont toujours déçus. Comment vous expliquez ça ? Alors, à mon avis, il y a 2 sujets majeurs qui expliquent ça. La première chose, c'est une crise de la décision publique. C'est la manière dont on prend les décisions dans ce pays, nos institutions. C'est ce que je disais sur la réforme des retraites. En fait, nos institutions n'arrivent plus à fabriquer de la légitimité pour que le président élu arrive à mener à bien son projet au-delà des 3 premiers mois où il arrive à peu près à agir. Et puis, il y a une deuxième une crise majeure, c'est la crise de l'action publique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne réforme pas l'État. On en parle tout le temps, mais on ne le fait jamais vraiment en profondeur. Et les gens voient bien que tous les services publics sont en train de se délabrer. C'est vrai de l'hôpital, c'est vrai de l'éducation. Et ce sujet-là, aucun responsable politique n'arrive à le prendre à la racine, parce qu'en fait, réformer l'État, c'est quand même extrêmement complexe. Ce sont des débats qui sont difficiles à porter parce que parler aux gens des rouages de l'État, c'est très compliqué. Donc souvent,
en fait, on caricature le débat et c'est ceux qui veulent supprimer 100 000 fonctionnaires contre ceux qui veulent dépenser plus. Et en on a attendant, jamais on n'agit pas et ça traîne, et c'est ça pour ça traîne. que tout est délabré, comme vous le C'est ça. dites. Est-ce que ça veut dire que le dialogue social n'existe plus dans notre pays? Parce que dans votre livre, vous dites que les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, sont écrasés, ignorés, malmenés par le pouvoir. Ils n'arrivent plus à se parler, syndicats et gouvernement? En tout cas, il y a une rupture réelle des syndicats avec Emmanuel Macron. Ils disent leur sentiment d'être méprisés. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui lorsqu'ils s'expriment dans les médias. Et ils disent qu'ils n'avaient pas été autant méprisés ni par Nicolas Sarkozy ni par François Hollande. Après, comment dire, c'est difficile de dire le vrai du faux, parce qu'en face, les responsables politiques disent « Mais attendez, les syndicats dans notre pays sont irresponsables, on ne peut pas leur faire confiance, on leur confie des choses et ils ne font rien avancer ». Donc, il y a cette espèce de dialogue de sourds entre le pouvoir et les syndicats. La seule chose, en tout cas moi, que j'observe, c'est qu'on peut se féliciter de ce qu'ils aient organisé des manifestations très encadrées et pacifiques, parce que ce qui monte aussi parmi leurs militants, c'est la tentation de la violence. Avec le précédent des Gilets jaunes, où les gens ont vu que quand en fait les gens cassaient, le pouvoir cède. Et cette tentation-là, elle existe véritablement. Alors, dans votre livre, vous posez ouvertement la question. La suite de tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est Marine Le Pen présidente? En tout cas, les Français sont de plus en plus nombreux à pronostiquer ça. Ça ne veut pas dire qu'ils le souhaitent forcément, mais j'ai fait des sondages pour ce livre. Et c'est vrai que Marine Le Pen est celle dont le plus de Français disent « ça sera probablement elle la prochaine fois ». C'est 44%, c'est pas un chiffre énorme non plus, mais c'est devant Édouard Philippe et devant les autres concurrents potentiels que j'ai testés. C'est vrai que c'est très tôt pour tester ce genre d'hypothèse. Mais l'autre concurrent potentiel de Marine Le Pen serait Édouard Philippe, alors? En tout cas, il est aujourd'hui l'un des hommes politiques préférés des Français. Et donc, c'est une option, à ce stade qui est quand même très précoce pour la prochaine campagne présidentielle, c'est une des options qui est pressentie. Eh bien, merci beaucoup, Chloé Morin, d'avoir accepté notre invitation. Je Merci rappelle à que vous. vous publiez chez Fayard cet essai « On aura tout essayé ». Merci à vous.